Alors, on a maintenant une chose un peu particulière, un événement qu'on n'a pas beaucoup fait dans les JOMD. C'est un café littéraire dans lequel on va retrouver à la fois des historiens comme Bernard Guénaud, comme Monsieur Roulet, comme Franquito, que je vois arriver, comme Jimmy Aroubé et Corinne Mancé-Caster. Mais il m'en manque encore là. Hein. Il m'en manque. Oui, oui, installez-vous tranquillement. Mérine Seco, peut-être, si je l'appelle par son pseudonyme, elle viendra. Venez, venez Bernard, venez à côté de moi éventuellement. Ah, voilà. C'était le pseudonyme qu'il fallait appeler. Bon, je vais vous présenter mes différents invités. Je ne vois pas votre livre. Donc, à côté de moi, il y a Bernard Guénaud. Bernard Guénaud, on l'a vu tout à l'heure, recevoir un prix pour le livre qu'il a publié cette année, L'Empire colonial français de Richelieu à Napoléon. Donc on est particulièrement heureux de vous avoir avec nous pour nous en dire un petit peu plus sur le contenu de ce livre. Votre voisin, c'est Denis Roulet, si je ne m'abuse, et vous avez écrit un livre sur la Compagnie française des Indes. Alors compagnie absolument génial, votre livre, je trouve qu'il a quelque chose d'absolument passionnant, c'est énorme, hein. C'est une thèse énorme, je crois plus de 800 pages. Mais alors, on a à l'intérieur, j'allais dire presque toute l'époque de Richelieu, la création, les hommes d'affaires, pourquoi est-ce qu'on allait outre-mer, les ambitions des uns, l'économie des autres, les débuts de la traite. C'est vraiment un livre tout à fait, d'histoire tout à fait étonnant. À côté de vous, on a Jimmy Anjouré à Pourou. Anjour, pardon, je suis confus. Jimmy Anjour à Pourou. Pour Zing Zing Paradis, qui est un roman. On aura l'occasion d'y revenir avec vous, puisque je pense qu'une partie du récit où votre personnage, au fond, vient à Paris est assez autobiographique. Hein, cette entrée dans le monde littéraire, au fond, ce côté presque invention d'une vocation littéraire et artistique, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu autofiction dedans. Mais peut-être que je me trompe, on verra. Bon. Et puis, Corinne Mancé-Caster, que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'elle a été... avec ce nom-là, présidente de l'Université des Antilles, mais qui est aussi là avec un autre nom. Alors, je lui fais tomber le masque, peut-être que je ne devrais pas, celui de Mérine Seco, mais on peut se demander d'ailleurs si ce pseudonyme n'est pas construit justement à partir de son nom, s'il n'y a pas dedans un petit jeu. Là, comme livre, j'ai la Mazurka... la Mazurka perdue des femmes Courès, qui a été, je crois, primée. Vous aviez eu pour ça, en 2013, le prix Gracian. Mais vous publiez aussi, cette année, toujours aux éditions Écriture, Au revoir Mantine, qui est un recueil de nouvelles. Donc je pense qu'on aura aussi... peut-être que vous voudrez plus évoquer ce livre-là cette année. Et puis à côté de vous, Franquito qui publie toujours chez Écriture un roman qui s'appelle Le Grand Frisson, et dans lequel il y a une réflexion, on va dire, sur le monde urbain actuel, ces tensions, on va dire les banlieues, j'exagère un peu, mais dès qu'on dit ce mot-là, on a l'impression d'être une caricature, mais enfin un roman dans lequel il y a, on va dire, un partage entre violence et amour. D'ailleurs, on pourrait dire qu'une partie des livres, aussi bien d'histoire que de littérature, se partagent autour de ça. Je voulais vous proposer un exercice un petit peu singulier. Je voulais vous proposer à tous les 5 de répondre à 3 ou 4 questions en faisant comme ça varier le regard de l'histoire à la littérature. En vous commençant par une question vraiment toute simple, mais qui, je crois, est toujours significative des œuvres qu'on a à discuter. C'est comment vous êtes venus, les uns et les autres, à votre sujet. Comment s'est construite l'idée de faire ce livre-là, un peu comme on l'a eu aujourd'hui, un peu comme on peut aujourd'hui le voir. Bernard Guénaud. C'est allumé en principe. Allez-y, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, ce livre, ce sont des notes accumulées depuis très longtemps et qui ont été concrétisées pour un cours à l'université. Le premier centre... Alors, renversons la question. Comment êtes-vous venu à choisir et à construire ce cours ?
Alors, le premier centre d'intérêt, c'était l'esclavage, hein, puisque par ailleurs, j'ai quelques travaux antérieurs sur l'esclavage. Donc, autour de cette question de l'esclavage, qui c'est trop long de rappeler les raisons qui m'ont amené à m'intéresser à la question. Ben non, au contraire, on est là pour ça. Disons que ça remonte assez loin à des cours d'alphabétisation où j'avais été confronté effectivement à l'histoire africaine. Donc c'est un processus de questionnement en permanence, hein. Donc autour de ces travaux sur l'esclavage, je m'étais obligatoirement intéressé aussi aux Antilles, bien sûr, à l'économie de plantation. Et donc j'avais voulu savoir la différence entre l'économie de plantation et puis l'économie qu'il pouvait y avoir dans la Nouvelle-France avec la question des seigneuries du Saint-Laurent. Donc j'avais accumulé aussi des lectures sur le Canada par la force des choses, puis après sur les Amérindiens. Et finalement, au bout d'un moment, voilà, le moment de la synthèse était venu, d'où le fait que j'ai publié par la suite, enfin que j'ai fait le cours et puis que j'ai publié cet ouvrage. Mais globalement, c'est un intérêt, alors qui me paraît, mais pas purement intellectuel. Je veux dire que c'est aussi un engagement personnel au départ, qui est venu, bon, qu'on peut appeler militant pour aller vite, et qui a tourné autour d'un certain nombre de questionnements que j'avais sur l'histoire africaine, le problème de l'esclavage, etc., etc. D'accord. Alors, Éric Roulet, vous, comment on choisit? J'imagine que vous étiez jeune moderniste, vous vous êtes dit, tiens, je vais prendre un sujet. Pourquoi la Compagnie des Indes? Alors, pourquoi la Compagnie des Indes? Et rappeler en même temps peut-être un peu... Ça, c'est une bonne question. En fait, moi, j'appartiens davantage à des historiens qui travaillent sur l'univers hispanique. Et en effet, mes premiers travaux, je les ai faits sur la genèse des sociétés coloniales, notamment la genèse de la société mexicaine. Et donc, j'ai eu une opportunité, finalement, liée à l'Agence nationale de la recherche, de finalement changer de terrain d'étude, mais toujours sur ces genèses. Bon, la genèse française est un peu plus tardive, puisque le premier empire colonial français commence au XVIIe siècle. Et donc, ça m'intéressait finalement de changer de regard, changer de siècle, pour voir s'il y avait des modèles, finalement, qui passaient d'un siècle à l'autre, d'un espace politique à un autre, d'un siècle à l'autre, pour justement construire des sociétés coloniales, c'est-à-dire des sociétés imprimées par la métropole en prenant en compte des éléments indigènes. Et donc le travail s'est porté, je ne dirais pas naturellement par ce biais-là, sur la question des Antilles principalement. Alors l'autre question, c'est la compagnie. En même temps que je m'intéresse au processus, je m'intéresse aux acteurs, parce que l'histoire, ce ne sont pas seulement des chiffres, même si j'en mets beaucoup, ce ne sont pas seulement des structures, ce sont aussi des individus. Des individus qui forment des petites sociétés. Et le cadre de cette compagnie des îles de l'Amérique, comment elle va s'appeler par la suite, en effet, c'est un petit groupe d'individus, un petit groupe d'investisseurs, dirions-nous, de jour, métropolitains, qui ont une vision. Oui, il y en a une centaine, hein, je crois. Je crois qu'il y a une centaine d'actionnaires qui même pas, mettent... Non, même pas. C'est-à-dire que si on prend la durée de cette compagnie, qui a duré relativement longtemps, finalement, de 1626 jusqu'en 1651, on compte à peu près 45 ou 50 investisseurs. Mais ils ne sont jamais tous en même temps. Donc on n'a toujours qu'une quinzaine ou une vingtaine d'investisseurs par année. Mais ce qui est intéressant, c'était l'objectif que je m'étais visé, c'est de voir en quoi cette compagnie, donc une compagnie privée, même si elle a un privilège royal, a finalement conduit la colonisation au nom du roi. Donc là, il y a quelque chose qui est intéressant de s'intéresser à la façon dont un acteur majeur de la colonisation organise, pense, planifie, même d'une certaine façon, toute cette colonisation, prenant en compte tous les éléments culturels, économiques, politique et administratif. Question secondaire, mais peut-être pas tant que ça. Quand vous décidez d'écrire, il y avait un projet derrière qui était un projet de, j'allais dire, académique, ou c'était vraiment l'idée de faire un projet comme ça, un peu autonome? Alors c'était un gros projet académique qui est toujours en cours d'ailleurs, qui était de publier toutes les sources premières sur les petites Antilles, donc au XVIIe siècle. On en est déjà à la publication, donc avec Bernard Grimbert qui était le coordinateur du projet. On est déjà à 6 volumes de sources qui ont paru, donc soit inédites, soit qui avaient été peu publiées et
peut travailler. Et puis on devrait arriver à un corpus finalement général d'une douzaine de volumes, justement avec ces sources primaires sur l'origine et de la colonisation. Alors Jimmy, Anjour, à Porouf, oui. Vous, avec ce livre donc, qui nous raconte un parcours au fond de construction de soi et de détermination d'une vocation. Peut-être que j'exagère en le disant comme ça. Comment vous en êtes venu à écrire ce livre? Ce n'est pas votre premier roman, je crois que vous en avez écrit déjà 3, donc celui-là est le 4e. Non, c'est le premier roman. J'ai écrit de la poésie. C'est de la poésie, pardon, c'est vrai, pardon. Donc comment vous en êtes venu à décider d'écrire ce roman? Eh bien écoutez, c'est une bonne question que je ne me suis jamais posée. Donc d'emblée, je vous remercie. Qu'il faut venir à des tables rondes. Je vous remercie de me poser la question. Écoutez, c'est foisonnant, c'est vaste. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire? Si je devais parler franchement, je parlerais presque d'un processus historique. Alors le mot est grand, il est peut-être un petit peu insolent pour le débat, mais j'ai l'impression qu'il s'agit de ça. Et voyez-vous, les choses démarrent avec Césaire, avec les bras comme ça, grands ouverts, l'Afrique. Et puis après, ça se réduit. Avec Glissant, on va se concentrer sur une partie du territoire moins vaste que l'ambition césarienne. Et puis ensuite, vous avez Fanon. Ça se réduit encore. Bon alors, je fais un petit anachronisme, mais enfin, vous avez Fanon où ça se réduit sur l'individu. Et finalement, au bout de ce processus, il reste quoi? On voit quoi? On constate quoi? Une sorte d'affaissement des grandes idées, la disparition du poète-prophète qui s'avance pour parler au nom du peuple. Et finalement, il reste quoi? Il reste l'individu, seul. Et j'aime cette base du mot individu pour glisser vers quelque chose qui serait individuiste, à l'opposé de l'individualiste qui suppose le referment. Individuiste, ce serait une base à partir de l'individu, mais située dans l'ouverture au monde. Et donc finalement, on est là, on est seul, individu, et il reste quoi? Il reste à suivre l'itinéraire de cet individu jeté dans le monde, ce qu'il va devenir, avec sa portion de territoire amenée vers le mélange à l'autre. Donc l'aventure individuelle. L'effondrement des grands systèmes, il ne reste plus que l'individu seul, avec son maillon, avec son histoire, avec sa chaîne, et livré au monde. Et on va suivre cet individu, cet atome, chargé d'histoire, chargé d'échanges, chargé de mélange. Et puis on va voir ce que ça donne finalement. Donc c'est venu de là. Mais alors l'écriture, parce qu'à chaque fois c'est la question qu'on pose aux écrivains, c'est... Parce qu'il faut rappeler que vous avez fait de la poésie, mais vous êtes aussi, maintenant j'ai peur de me tromper à chaque phrase que je prononce, vous êtes aussi peintre et sculpteur, jusque-là c'est bon, mais alors pourquoi passer au roman? Est-ce qu'il y a un projet particulier? C'était ce projet d'écriture que vous venez d'évoquer? Ou est-ce que, au contraire, on se met un jour, comme ça, vous êtes mis un jour à tester quelque chose, où il y avait déjà un projet? Il faut avoir à l'esprit l'image de la diligence et des différents chevaux qui sont chargés d'emmener cette diligence vers un but quelconque. Donc, même si je change de cheval, la diligence continue son avancée et en enrichissant finalement le parcours des différents points de vue que cela suppose, en passant de l'écriture, en passant de la peinture, on ne se disperse pas, c'est comme une convergence. C'est comme une forme de cubisme, finalement. On essaie de saisir l'objet sous les différents angles qui se présentent pour pouvoir enrichir sa vision et la solidifier, me semble-t-il. Quant à cette affaire d'écriture dont vous parliez tout à l'heure, je crois qu'on n'y échappe pas, qu'il s'agisse de mon cas personnel, du cas de Franquito, du cas de Mérine. Il y a un problème. Et d'ailleurs, Mérine en parle très finement dans son roman. Elle parle d'une langue visible et d'une autre langue qui n'est pas visible. Et le projet est de faire voir cet invisible dans le visible. Donc finalement, on n'échappe pas à cette dialectique de la langue étouffée, de la langue imposée, des rapports de force. Vous voyez comme nous sommes en lien avec l'histoire. Et pour des gens comme nous, venant de là, porteurs de cette richesse tout à fait singulière, il va s'agir finalement d'associer les deux.
Et lorsque ça fonctionne, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et on retrouve ça partout, chez Glissant, chez Césaire, et même chez Saint John Perse. Il n'échappe pas, même s'il est de l'autre côté, entre guillemets, du fouet, il n'échappe pas à ce problème de langue, de devoir associer ces deux identités, ces deux langues, pour en former une autre qui soit à sa juste mesure. Alors, ce qui est magnifique avec Jimmy Anjour, c'est qu'il me fait les transitions. Et qu'en évoquant justement le travail que Mérine Seco effectue, le rapport qui était plus, je crois, sur le roman qu'on a présenté que dans le recueil de nouvelles, cette question de la double langue, même si on retrouve cette problématique. Comment vous êtes venu à la littérature, alors que, a priori, bon, peut-être que j'exagère, mais on a une vision de la grande universitaire, spécialiste de la langue espagnole, qui dirige, qui préside l'université. Alors comment est-ce qu'on en arrive à ce braconnage qui vous pousse à aller vers l'écriture romanesque? En fait, c'est vrai que je ne me suis pas non plus posé la question, mais je crois que j'ai été très reconnaissante quand j'ai voulu connaître un peu plus sur mon histoire aux écrivains tels que Marie Scondé, Simone Schwarzbart, Confiant, Chamoiseau, d'avoir pu dresser le portrait d'époque qu'on ne trouve pas malheureusement dans les livres d'histoire et qu'on ne nous apprend pas non plus à l'école, c'est-à-dire cette histoire de l'intime, cette histoire de monsieur et de madame tout le monde. Et je me suis rendu compte, justement dans mes activités d'enseignante, dans les séminaires que j'animais à l'Université des Antilles et de la Guyane, qu'il y avait quelque chose, tout un pan qui est en train de disparaître et qui était plutôt du côté des années 70-90, plus des années 40-50, comme ce fut le cas des écrivains que j'ai cités antérieurement. Et je me suis posé la question, je me suis demandé, est-ce que c'était possible que j'écrive quelque chose qui ressemble véritablement à ce que moi j'ai vécu en tant qu'individu, mais qui parle en fait à toute une génération. Et j'ai essayé donc de retrouver une sorte de mémoire d'une époque, une sorte de vision patrimoniale, essayer de l'écrire en récupérant le regard de l'enfant qui observait beaucoup et pour donner à voir, on va dire, le témoignage d'une époque que mes étudiants ne connaissaient déjà plus et dont il n'y aurait pas trace non plus, je crois, dans les livres d'histoire. Et c'est ce défi que je me suis, on va dire, posé. Et j'ai été très, très touchée de voir que finalement, beaucoup de personnes, et pas seulement des Antilles, et c'est ce qui est surprenant, m'ont dit s'être retrouvées un petit peu dans ce que j'écrivais, notamment dans les nouvelles. Donc voilà un petit peu ce qui m'a guidée. Mais quand vous concevez votre projet, est-ce que vous avez un peu raisonné en universitaire qui se dit voilà l'objectif, je vais me faire mon plan, voilà, j'ai un délai de remise, etc. Ou est-ce que c'était malgré tout un peu plus oui, une forme de vagabondage, un peu plus de dilettantisme peut-être? Oui, je pense que c'est l'utilisation d'un pseudonyme me permet justement d'échapper à la personnalité de l'universitaire, ce regard un petit peu plus scientifique, pour aller sur des territoires qui sont un petit peu plus romanesques, on va dire, plus de l'imaginaire. Et non, je crois que c'est venu comme ça à un moment donné où il est important dans ma vie de retrouver le contact avec cette enfance, avec ces 30 années qui venaient de s'écouler en quelque sorte. Et je crois que le projet est né comme ça et qu'il n'y a pas eu un calcul véritablement aussi organisé. Il n'y a pas eu un calcul, à l'inverse, j'allais dire, il n'y avait pas une appréhension que vos collègues découvrent que vous aviez, entre guillemets, un jardin secret littéraire, alors que souvent il y a une barrière un peu rigide entre les deux? Oui, il a fallu casser, on va dire, voilà, il y a beaucoup d'inhibitions. Il y a aussi une inhibition parce qu'il n'y a pas beaucoup de modèles féminins dans l'écriture aux Antilles, notamment en Martinique. Et donc, voilà, il a fallu aussi affronter le regard de la famille qui n'a pas forcément envie de se voir et de voir sa vie exposée en partie. Donc, c'est vrai qu'il a fallu un peu de courage, mais bon, au moment où je l'ai écrit, j'étais déjà dans des choses très compliquées, donc c'était pas ça le plus difficile. Donc, c'était les vacances, l'écriture par rapport à l'université. Franquito, alors vous aussi, vous avez un pseudonyme. Donc, est-ce que le choix du pseudonyme a été antérieur à l'idée même de passer en littérature? Et est-ce que ça vous permet, vous aussi, de vous libérer de certaines conditions ou d'une certaine circonstance que d'avoir un nom de plume?
Oui, j'ai choisi un pseudonyme alors que j'étais journaliste et je n'avais pas envie de mêler la création à mon travail d'écriture, mes reportages. Et je me suis dit, tiens, Franquito, c'est le surnom que me donnait mon grand-père. Et certains amis m'appellent comme ça aussi. Donc je me suis dit, tiens, je prendrai Franquito, ce qui donne une certaine liberté. Et j'avais aussi le sentiment que en utilisant ce pseudonyme, je pourrais plus facilement scinder les deux activités, mais il se trouve que quand on est guadeloupéen, antillais, la première question que les personnes vous demandent, c'est ah bon, mais Franquito, mais c'est quelle famille, quelle commune, ton frère c'est qui, ta sœur c'est qui, ton père il fait quoi? Donc c'est vrai que cette envie au départ de bien scinder les deux s'est vite effondrée, puisque là, quand je croise des gens, la première question c'est oui, mais tu viens de quelle commune précisément, tes parents, ils habitaient où, tu habitais où? Donc très vite les gens veulent savoir voilà, quel est votre vrai nom, ce que vous faites, votre famille. Donc à ce niveau-là, ça n'a pas été utile, mais je pense que quand même, pour l'acte d'écrire, le pseudonyme est intéressant parce qu'il vous permet peut-être de prendre un peu de recul avec vous-même, ce que vous faites dans votre autre vie, et par là, c'est intéressant. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené, pour le coup, une fois choisi le pseudonyme, au passage au roman ? Non, l'écriture s'est imposée à moi. J'avais aucune intention de devenir écrivain. Mais quand je suis arrivé ici au début des années 90, j'ai grandi en Guadeloupe et voilà, j'ai fait les classes prépa littéraire, et des études d'histoire et de journalisme et franchement, l'écriture est venue comme ça. L'écriture est venue comme ça. Je me suis mis à écrire compulsivement et puis à un moment, je me suis dit tiens, mais j'ai écrit plein de choses. J'ai relu mes notes. Et j'ai vu que tout ce que j'écrivais tournait, quant au fond, autour de la question du thème de l'idéal. Et c'est à ce moment-là que l'idée m'est venue d'écrire mon premier roman, il y a quelques années déjà. Donc l'écriture s'est vraiment imposée à moi. Et pour répondre à votre première question, ce qui me pousse au-delà de ce thème de l'idéal, c'est aussi la langue, comme mes deux confrères. Et dans ce dernier roman en particulier, la langue qu'on parle ici en Île-de-France et dans les cités en particulier, parce que quelque chose qui m'a frappé, moi quand j'étais au lycée, ce qui était à la mode c'était MC Solar, NCM, etc. Mais pour moi c'était un peu langue étrangère, j'aimais beaucoup ça, j'aimais beaucoup écouter du rap quand j'étais lycéen. Et en arrivant ici, j'ai été confronté à cette langue parlée dans la vie. Je me suis fait des amis qui avaient grandi ici et qui parlaient cette langue et qui vivaient cette langue, alors que moi je suis francophone et créolophone, mais le français que je parle est un français assez classique, où parfois je parle ce qu'on appelle là-bas un français banane, où on met un peu de créole dedans. Et depuis très longtemps, je m'étais dit que j'écrirais un roman qui confronterait ces deux univers, l'univers des Antillais, ou des enfants d'Africains, d'immigrés, etc., qui vivent ici, pour beaucoup dans des cités ou dans les quartiers, comme ils disent, et qui ont cette langue, qui portent cette langue. Et donc l'un des personnages, le personnage principal parle cette langue, Ben, et l'autre personnage, la jeune femme dont il tombe amoureux, parle plutôt la langue que moi je parle, c'est-à-dire un français plus classique, le français que nos parents nous ont exigé de pratiquer. Et la jeune fille d'ailleurs, elle ne même pas créole. Moi, je parle créole, mais beaucoup d'Antillais ne parlent plus créole. Hein. De temps en temps, ils utilisent un mot créole comme ça, mais ils ne le parlent plus au quotidien. Et elle est dans ce cas-là. Et c'est la confrontation de deux univers. Quelqu'un qui vient d'un milieu assez aisé, la jeune fille, qui parle ce français très châtié, très classique, et Ben, lui, qui a grandi dans une cité, qui parle plus créole que Marie-Ange, bien qu'il ait grandi en région parisienne dans une cité, et qui est en quête d'amour et d'idéal.
Mais alors, justement, continuons la réflexion, parce que vous avez fait référence à votre propre parcours et votre jeunesse dans les années 80. Justement, je me demandais, dans ce livre, quelle est la part où vous vous mettez en scène, au fond, la part d'autofiction, parce qu'il y a quand même des choses qui sont très actuelles. Il y a évidemment tout un jeu de sentiments, de relations amicales, amoureuses, sociales. Donc je me suis dit, tiens, où est-ce qu'il a puisé? Est-ce que c'est de la documentation? Est-ce que c'est de la discussion avec d'autres écrivains? Parce qu'évidemment, quand on pense évidemment Antilles et banlieue, il y a un nom qui survient, qui est celui de Daniel Picouli, parce que c'était des romans qui ont marqué. Donc est-ce que ça a joué? Est-ce que vous êtes... voilà, comment vous apparaissez? Où est Madame Bovary en vous, si vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est vous? J'apparais dans les deux personnages, mais je dirais dans tous mes personnages. Mais vous prenez des événements qui ont touché à votre vie ou pas du tout? Oui, des éléments, des choses qui me sont arrivées m'inspirent dans le roman. Mais on ne peut pas, enfin on ne peut pas, en tout cas moi personnellement, je ne puise pas qu'en moi, parce que je pense que la source risquerait de s'épuiser, puis c'est moins amusant aussi. Écouter les autres, regarder comment s'exprime quelqu'un ou entendre une histoire, ça fait aussi partie du travail de l'écrivain. Et je suis très sensible à ce que j'entends, à ce que je vois. Et l'histoire de Ben et Marie-Ange, c'est en partie la mienne, mais c'est beaucoup d'histoires entendues, beaucoup d'histoires écoutées. Et j'ai voilà, je rencontre beaucoup de monde, j'ai beaucoup d'amis ici et là, et j'écoute, en tout cas je prends la peine d'écouter leurs histoires, et tout ce que j'entends donne naissance à ces personnages. Mais il y a aussi une part de moi, comme je vous dis, la question, cette réflexion sur l'idéal, elle m'habite depuis l'adolescence, et donc on la retrouve. La réflexion et le regard sur le corps et le désir, c'est quelque chose que j'avais envie d'explorer aussi. Et écrire la passion, le désir, la sexualité, c'est un défi aussi que je me suis lancé personnellement, parce que c'est extrêmement difficile de mettre des mots sur quelque chose qu'on fait. L'amour, on le fait, on ne le dit pas, l'amour charnel, hein, on ne le dit pas, on le fait. Et je me suis dit, oui, mais écrire ça, c'est quelque chose que je voulais tenter. C'est un exercice qui est extrêmement bien réussi par d'autres écrivains, et qui m'ont impressionné aussi dans leur capacité à écrire la passion charnelle. Et j'avais envie d'explorer moi aussi ce sujet-là. Mérine Seco, un peu la même question. Où êtes-vous dans votre roman, dans votre recueil de nouvelles? Est-ce que vous vous êtes inspiré, vous l'avez dit en partie, hein, puisque vous avez dit combien vous étiez inspiré aussi des relations dans votre famille, mais au fond, quelle est la part d'autofiction dans votre entreprise? En fait, comme je l'ai dit, l'idée pour moi, c'était déjà de rendre un hommage en quelque sorte à toutes ces femmes que j'ai côtoyées dans mon enfance, que j'ai crues éternelles et qui sont parties sans que j'ai eu nécessairement le temps d'avoir les échanges que j'aurais voulu avoir avec elles, et sans doute que je n'aurais pas pu les avoir si je ne les ai pas eues, parce qu'à cette époque-là, on ne posait pas certaines questions aux grandes personnes, comme on dit. Et donc, j'ai voulu quelque part leur rendre hommage et aussi témoigner de leur vécu, pour que ce vécu ne disparaisse pas totalement, et que moi aussi, je décrypte à travers cette histoire singulière qui était la mienne, ce que pourrait être l'histoire collective. Et donc, je pense que la part d'autofiction est grande, mais en même temps, je me suis rendu compte, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que c'était aussi quelque chose de partagé, et que ce n'était pas finalement si singulier. Et donc, voilà, c'était faire revivre une époque, faire revivre des personnes qui n'étaient pas plus extraordinaires ni exceptionnelles que d'autres, mais qui ont existé, qui ont apporté quelque chose à beaucoup de personnes de ma génération par leur manière d'être, leur manière de faire, leur conception du monde. Et donc, c'est à ce titre qu'il y a une part de moi forcément dans ces ouvrages. La difficulté, c'est de recréer, c'est de retrouver le souvenir, ou c'est de recréer l'ambiance?
La difficulté, c'est de trouver les mots justes de mettre en adéquation ce que l'on veut dire avec et le choix des mots. C'est vraiment très important de choisir les mots et en même temps de ne pas trahir, de ne pas avoir un sentiment de trahison de ces personnes en utilisant une langue justement qui n'était pas celle qu'elles utilisaient, parce que c'est bien longtemps après que je me suis rendu compte que mon arrière-grand-mère, ma grand-mère me parlait créole et que je leur répondais toujours en français. Je ne me rendais pas compte qu'on ne parlait pas la même langue à l'époque. Et l'idée, c'était d'arriver à recréer à la fois cette intimité entre deux langues différentes qui nous reliaient sans que je m'en rende compte, sans rendre le roman illisible par un lectorat francophone, tout en rendant visible la langue créole qui était la leur. Donc c'était ça un petit peu l'enjeu. Il y a un tissage qui est très réussi. Jimmy Anjour, moi j'ai même question, j'allais dire même peine, même punition, c'est-à-dire au fond... Vous voulez savoir où j'installe Madame Bovary? Bien sûr, mes genoux. Jusqu'à quel point, voilà. Jusqu'à quel point donc vous êtes Madame Bovary sur mes genoux et c'est confortable. Mais concernant cette affaire d'autofiction, j'aimerais prendre une image. Le sac est vrai. Tous les morceaux qui sont à l'intérieur du sac sont vrais. Mais lorsque je secoue le sac, il se fait des associations qui m'échappent et qui proposent un au-delà de moi-même, un au-delà des faits, un au-delà des situations. Et c'est ça que j'appelle l'autofiction. C'est-à-dire ces dialectiques qui se présentent malgré moi et qui me renseignent sur moi et sur un au-delà de moi. Et la manière dont cet au-delà de moi prend le monde à bras-le-corps, celui qui est autour de moi et celui que je vois à l'horizon. Mais est-ce que, pour être plus précis, il y a un parcours d'écrivain dans ce livre? Est-ce que c'est le vôtre? Est-ce que le parcours qui va des Antilles à Paris est le vôtre? Oui, ça, oui. Le parcours, le sac, comme je disais, que le sac, oui. Voyage, Guadeloupe, Paris, oui. Les études de droit, oui. De philo, oui. Les rencontres diverses et variées, oui. Mais après, ce qui se passe... Mais après, c'est plus vous. Voilà. C'est-à-dire après, il y a la création. Il y a la création, mais la création, c'est quoi, finalement? Est-ce que c'est vraiment de la création? Je ne fais que constater le résultat des rencontres entre des choses qui ont existé, mais qui, jusque-là, n'ont pas été mises en rapport. Et c'est cette mise en rapport, cette mise en abîme, presque, qui va me révéler à moi-même et qui va permettre à ce moi de trouver le langage juste, pour reprendre le mot de Mérine, juste pour exprimer ma singularité et la singularité de l'aventure que je me propose de mener. Alors, Éric Roulet, vous, je ne sais pas si je peux vous poser la question de l'autofiction, parce que pour un historien, ça ne fait pas grand sens. Mais, je pense qu'il y a une version de ça qui concerne la littérature historique. Au fond, j'avais envie de vous demander, à travers votre travail sur la Compagnie des Indes, en quoi vous vouliez parler à notre société? En quoi ça faisait écho, ce système, j'allais dire, pré-capitaliste, aux problématiques que nous vivons aujourd'hui, dans ce qui peut apparaître comme un lointain écho d'une première mondialisation des XVIe, XVIIe siècles? Alors, pour répondre à la question, il y a deux plans. Le premier plan, en effet, la compagnie comme finalement une première organisation capitalistique, osons le mot, et même en poursuivant, ce qu'on peut dégager, d'ailleurs en regardant les autres compagnies à la même époque, soit françaises, soit anglaises, soit néerlandaises, qui suivent à peu près le même modèle, d'une forme de financiarisation de l'économie. C'est-à-dire que tout à coup, ce ne sont plus des opérateurs, des marchands qui investissent dans l'économie ou qui font fonctionner des territoires ultramarins ou lointains. Tout à coup, ce sont des financiers qui investissent dans des structures que l'on va appeler compagnies. Et donc, ces compagnies sont financées par les uns, mais elles sont animées par les autres. Donc, il y a une dissociation qui se fait à partir de ce moment-là entre les financeurs, ceux qui avancent l'investissement, et d'autre part les marchands. Et donc, c'est finalement, en ce début du XVIIe siècle, non pas un prémisse, mais peut-être déjà une mise en place d'un système proto-capitalistique qui va finalement émerger avec une très grande force au XIXe siècle et dont on se rend compte aujourd'hui avec la financiarisation de toute l'économie, l'évolution du système capitaliste. Et puis il y a un autre aspect qui est l'aspect des populations aussi.
C'est-à-dire que, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de genèse des sociétés coloniales, c'est qu'on a quelque chose d'original dans ces espaces ultramarins, d'ailleurs pas seulement français, hein, mais qui concerne à peu près toutes les grandes puissances qui ont conquis des territoires au lointain, c'est la formation de sociétés entre guillemets originales. C'est-à-dire qu'avec des éléments empruntés bien évidemment à l'Europe, et puis aussi des éléments indigènes, puis des éléments, alors là, pour le coup complètement empruntés, avec la déportation des esclaves, et donc un élément africain. Et donc on a quelque chose qui se compose, et qui, encore de nos jours, et c'est là où l'histoire a toujours un pont, bien évidemment, avec le présent, encore aujourd'hui se vérifie et se voit. Et ça se voit à travers les différentes communautés qui peuvent exister, les ponts qui existent, le mélange, le métissage ou la culturation, qui sont tous ces phénomènes finalement d'agrégation culturelle et de richesse culturelle en même temps, dont les contours et les redéfinitions sont bien évidemment encore de nos jours à apporter. Mais en tout cas, c'en est l'origine. D'accord, donc en fait, vous êtes en train de nous dire que dans votre travail, on trouve à la fois le capitalisme mondialisé et les populations qui se transforment avec la crise des identités. Non, je plaisante, mais peut-être pas tant que ça en fait. Il y a de ça. On voit d'où ça vient. Je crois qu'il y a un moment dans notre construction intellectuelle des sociétés, nos propres individualités, il faut savoir d'où on vient. Eh bien, il y a cette histoire. Cette histoire, elle est faite de bruit, de fureur, elle est faite de sang et de larmes, en grande partie, et puis aussi d'autres types de moments. Et cette prise en considération des instants, après, et c'est l'œuvre de l'historien, à chacun d'en disposer et d'en faire ce qu'il veut. C'est-à-dire l'historien, il n'est pas là pour dire ce qu'il faut penser ou ce qu'il ne faut pas penser. Il propose une vision avec des éléments les plus objectifs possibles, si on peut dire, et mise en relation. Après, les populations, les Français de métropole, les Français des espaces ultramarins, pourront s'approprier cette histoire et en donner leur propre lecture. Et je crois que c'est aussi ça, la façon dont nous devons fonctionner. Une propre lecture qui est tournée vers de nouveaux horizons. Je vais vous laisser le mot de la fin parce qu'on me fait signe qu'on est déjà au terme de ce débat, donc je suis un peu frustré parce que j'aurais vraiment voulu vous entendre encore plus parler de votre travail, de vos livres, mais les livres sont là et l'intérêt c'est qu'on peut les lire. Bernard Guénaud, d'une certaine manière, vous avez fait ce livre qui est un cours, qui est le produit d'un long cours pour éduquer des étudiants et pour maintenant parler plus largement. À travers ce travail, au fond, quel message vous souhaitiez finalement délivrer ? Alors, sur le processus, je fais un pas de côté là par rapport à la question. Comme tout le monde. Voilà. Le processus d'élaboration du cours, là, sur les lectures, il y a donc beaucoup de lectures qui sont des récits de voyage, qui sont des récits d'exploration, qui sont les relations des missionnaires, par exemple, que j'ai beaucoup fréquenté pour comprendre ce qu'était effectivement la rencontre avec l'autre. Hein. Et donc, tout ce matériel-là, c'est vrai que dans le cours, par exemple, évidemment, il y a toute une partie qui a disparu. Mais dans le plaisir d'écrire, malgré tout, il y a le fait que l'imagination, voilà, le fait de se projeter, moi j'ai fait beaucoup de récits, j'ai lu beaucoup de récits d'exploration d'Afrique, en particulier, sur le fleuve Sénégal, etc. J'ai pas concrètement été faire des voyages en Afrique, et surtout des voyages au XVIIe siècle, ou au XVIIIe. Mais l'imagination, la lecture, la projection m'a permis de comprendre non seulement ce qu'étaient les sociétés, mais aussi les paysages. Concrètement, pendant un moment, c'est ça le plaisir qu'il y avait, qui n'était pas seulement un plaisir d'écrire et de restituer donc un certain nombre de connaissances, mais qui était aussi, par le biais de l'imaginaire, le fait de voyager. Et donc, effectivement, sur l'Empire colonial, on avait la possibilité de voyager dans des espaces extrêmement diversifiés, où la rencontre avec l'autre était toujours absolument différente, mais c'est ça également qui est, pour l'objet particulier qui est l'objet colonie, il y a ce plaisir du voyage également, qui est tout à fait important dans l'acte d'écrire, et qui évidemment, sur un cours, ne va pas être restitué.
D'accord. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens comme mot, il y a le plaisir, il y a le voyage, la projection. Et j'ai l'impression qu'à travers les cinq ouvrages qu'on a présentés cet après-midi, eh bien, on aura tous, vous aurez tous, la possibilité de voyager, de faire de belles rencontres avec des personnalités étonnantes, certaines disparues, et qu'au fond, vos livres vont nous permettre de prolonger le débat et la rencontre que nous avons eue avec vous. Merci à tous d'avoir bien voulu participer à ce café littéraire.